Donc, dans un premier temps, il y aura comme 3 points. Là. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, comment on a commencé les cellules d'évangélisation dans différents contextes. Puis, je vous présenterai 2 manières de faire pour commencer les cellules d'évangélisation qui s'expérimentent là actuellement un peu partout. Et après, dans un deuxième temps, bien là, on verra comment faire en sorte que les cellules persévèrent et grandissent. Donc, il faut commencer, mais en même temps, on se donne des moyens pour que ça puisse croître, se multiplier, puis évoluer. Ça marche? Puis bon, c'est quand même assez interactif, là. Donc, je fais un bout de présentation, j'arrête, je vous laisse réagir. Je fais un bout de représentation, j'arrête, je vous laisse réagir. Hein? C'est une grande joie d'abord de voir que vous êtes là. Tu sais, vous êtes quand même, c'est quand même extraordinaire de voir des gens qui souhaitent commencer dans leur milieu l'expérience des cellules d'évangélisation. C'est de l'espérance, là. Si on prend l'image de Luc de ce matin, du pépin, là, hein, c'est déjà un verger dans chacun de vos milieux, soit vos paroisses, vos diocèses ou d'autres réseaux hein, dans lesquels vous êtes. Là. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc, je vous rappelle un petit peu, moi j'ai été prêtre à Saint-Jacques, qui est à 25 km d'ici, ensuite à Joliette et ensuite ici à Sainte-Élisabeth. Donc, aux 3 endroits, j'ai implanté les cellules d'évangélisation, chemin faisant, de 3 manières différentes, parce que chemin faisant, on expérimente. Là. Alors, la première fois, je vous en ai parlé un petit peu jeudi soir, ça a été de manière très anodine et informelle. Là. Je ne savais pas du tout comment commencer, je n'avais jamais appris ça. Alors, c'était avec le livre, donc, qui s'appelle « Évangéliser en paroisse ». Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion déjà de voir ce livre-là, qui est une très bonne ressource pour commencer. C'est très simple. Ça décrit en quelques chapitres l'expérience de Sant'Eustachio. Alors, on lit ça. Et en lisant ça, normalement, ça doit allumer un feu dans notre cœur. Excuse, là, non, c'est bon. Normalement, en lisant ça, on lit, puis au fur et à mesure où on lit, bien, ça nous donne le goût d'aller de l'avant là-dedans. Alors, la manière dont qu'on l'a vécu, ça a été, comme je vous l'ai dit jeudi, là, avec un petit groupe de 7 personnes, on a lu ce livre-là ensemble. Après l'avoir lu, on a dit, bien, on commence. On vit l'expérience d'une cellule d'évangélisation. Et au bout dans le fond, tout ça a duré à peu près 2 années, 1 an et demi, donc de janvier 2000 à mai 2002. Ça fait-tu 1 an et demi, ça, ou 2 ans? Ça fait 2 ans. Entrecoupé de toutes sortes d'autres affaires là, qui sont arrivées. Et au bout de 2 ans, donc, on a lancé les 2 premières cellules d'évangélisation, puis après ça, ça s'est multiplié. La grande force de cette expérience-là, c'est de faire un long bout de chemin avec un groupe initial. Donc, un premier groupe initial de 7 personnes qui créent des liens très forts entre eux et qui prennent le temps de se laisser habiter vraiment par cette expérience-là. Parce qu'après, une fois que l'expérience est lancée, on n'a plus ce lien avec nos premiers leaders. T'sais, on essaie de le garder, on trouve des moyens de se rencontrer, mais on n'a plus cette même intimité avec eux. Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas partir trop vite, mais que notre noyau initial soit vraiment solide. Et que quoi qu'il arrive après, hein, ce noyau, les liens qui ont été tissés dans ce noyau initial-là, c'est ça qui va porter tout le reste. Qu'est-ce qui se vit encore aujourd'hui, 15 ans plus tard? C'est le prolongement de ce noyau initial. Radio-Canada a téléphoné. Quelle année les 2 cellules, tu parles? En mai 2002. Mai 2002. Ouais. Quand je suis arrivé à Joliette, j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles. Ça fait que je peux vous les partager. Donc, je suis arrivé à Joliette en 2002. Et quand je suis arrivé à Joliette, donc la première erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas eu la patience de recommencer comme ça, avec un groupe initial. Alors, j'ai dit, bon, il y a déjà des gens à Saint-Jacques qui ont été formés. Vous allez venir et puis vous nous donnez la formation de base des leaders. Alors, ils sont venus pendant 6 semaines donner la formation de base des leaders et puis on a lancé l'expérience. Donc ça a été affreux comme expérience parce que justement, il n'y avait pas ces liens au point de départ. Alors les gens sont partis et les leaders de cellules sont partis. On a mis sur pied tout de suite 4 cellules d'évangélisation et les leaders se sont sentis abandonnés. Hein, ils ont chacun leur cellule de leur côté. Ils m'appellent, on se voit une fois de temps en temps comme ça. On essaie comme de récupérer le temps perdu, ce qui n'a pas été pris. Mais il n'y a pas ce lien de confiance qui est établi au point de départ.
Alors ça a été très difficile. Donc, on a comme ça végété pendant 4 ans à cause de ça. On s'est récupéré après, en 2006, là, il y a eu vraiment une reprise, mais ça a été des longues années périlleuses, dans le fond, pour rattraper le temps perdu. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps d'avoir vraiment un noyau initial fort. Et puis, on a commencé directement avec le manuel de base de formation des leaders. Donc, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Hein? Il faut préparer le terrain avant. Avant de tomber dans un manuel comme ça, il faut avoir préparé le terrain. On va voir tantôt comment, là, hein, avant de tomber dans un manuel de base de formation des leaders. Donc, avant de former les gens comme leaders d'une cellule, il faut leur faire vivre l'expérience de l'évangélisation, de la vie en cellule, qui goûte la joie de ça. Parce que sinon, dès qu'ils se sentent leaders, c'est comme une pression pour les gens. Il y a quelques personnes qui ont ça naturellement, mais pour d'autres, c'est, hein, ils sentent qu'ils doivent tout de suite donner quelque chose qu'ils n'ont jamais reçu, dans le fond. Alors, il faut d'abord vraiment qu'ils puissent vivre l'expérience. Ouais. Bon, mais finalement, on s'est rattrapé, on a réinvesti dans la formation, on a pris le temps de se revoir. Il y a la moitié des cellules qui sont mortes. Alors, ça a été un cadeau de Dieu. C'est périlleux. Donc, de 7 cellules, finalement, on s'est retrouvé à 3 en 2006. C'est encourageant. Mais ça a été le chemin nécessaire pour se retrouver ensemble et recommencer presque à zéro l'expérience sur du solide. Et là, à partir de là, ça a pris de 3, on est passé à 14 en l'espace de 6 années, à peu près. Oui. Ici, à Sainte-Élisabeth, mais ça a été un peu différent parce que le Seigneur prépare le terrain. Et donc, quand on a fondé les cellules à Joliette, qui est à 15 km d'ici, c'est la ville principale, Joliette, il y avait déjà une cellule de Sainte-Élisabeth. Donc, de Joliette est née, par multiplication cellulaire, là, une cellule qui se réunissait ici dans le milieu, dont faisait partie, entre autres, Nathalie, Bellec, que vous avez vu, Nancy. Donc, quand je suis arrivé ici, il y avait déjà une cellule dans le milieu. Et à ce moment-là, comme je continuais d'accompagner les cellules de Joliette, on n'a pas recommencé un processus d'implantation, mais on a considéré que c'était une multiplication. Donc, on a continué, en s'appuyant sur ce qui se vivait à Joliette, on a continué l'expérience ensemble, hein, comme on a juste élargi le territoire, et puis on a poursuivi. Et ça a été bon, parce qu'il y a comme, dans le processus de multiplication, il y a quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et là, on a bénéficié de tout le souffle des dernières années à Joliette pour pouvoir continuer. Alors ici, je suis arrivé, il y avait une cellule, l'année suivante, elle s'est multipliée, puis l'année suivante, les 2 cellules se sont multipliées pour en former 4. Dans le processus, donc, vous voyez, la cellule grandit et se multiplie. Alors que la multiplication, c'est à la fois une grâce, une grande joie, parce que c'est notre but. Notre but, c'est de grandir puis de se multiplier. C'est ça qui est l'objectif. Mais c'est en même temps un déchirement. Parce qu'on chemine ensemble depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis là, mais je ne la verrai plus, hein, on ne se verra plus à chaque semaine, on ne priera plus ensemble. Tu sais. Alors, c'est important. Donc, on sent que dans cette multiplication, on fait partie d'un réseau plus grand, qui est l'ensemble des cellules, qui est aussi la communauté paroissiale ou autre. Et donc, c'est super important qu'il y ait des temps où on se revoit. On crée des occasions, des événements où on se revoit ensemble. Et là, on garde cette unité. Alors, c'est un réseau très, très, très solide, très serré qui se crée entre les cellules d'évangélisation. C'est une même famille, c'est une même communauté. Donc, normalement, l'endroit où on se revoit, c'est la messe dominicale. Dans la visée du système des cellules paroissiales d'évangélisation, s'il y a une paroisse, les cellules se réunissent partout, mais se retrouvent à la messe dominicale. Dans nos milieux à nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on a une multitude de paroisses. Donc, les cellules, en fait, sont dispersées et il n'y a pas ce soutien-là. Donc, ça, c'est une difficulté supplémentaire qu'on a. Donc, il faut créer d'autres occasions, comme dit Alex, de se rencontrer. Soit on se donne rendez-vous à certaines célébrations, certains événements. Bon. Nous, ici, on a 2 rassemblements annuels, des cellules d'évangélisation, un l'hiver, un l'été. Bon. Puis, ensuite, d'autres activités. Voilà. Bon, et à Sainte-Élisabeth, voilà. Donc, quand on est arrivé ici à Sainte-Élisabeth, là, on avait acquis toute l'expérience de Joliette des 4 dernières années, 2006-2010. Et en fait, ce qui est arrivé ici à Sainte-Élisabeth, c'est que là est né les cellules d'évangélisation
se situe dans un ensemble plus large qu'on appelle maintenant la communauté chrétienne missionnaire, dont les cellules sont la base, parce que c'est la vie quotidienne. C'est des gens qui se réunissent chaque semaine, qui sont en lien dans leur vie quotidienne, le plus de liens possible, mais qui portent une mission d'évangélisation beaucoup plus large que juste les cellules. Et concrètement, chez nous, la communauté chrétienne missionnaire s'est formée, c'est le Seigneur qui a amené ça, là, les cellules, de l'école d'évangélisation Saint-André, de la chapelle d'adoration et de la maison de la foi. Et en fait, ce sont 4 choses qui ont été travaillées ensemble. Et quand on est arrivé à Sainte-Élisabeth, tout de suite, les cellules avaient à cœur de faire plus que les cellules d'évangélisation, mais de faire naître ici une communauté chrétienne missionnaire. Alors tout de suite, on a implanté l'adoration eucharistique avec la petite chapelle qui est au presbytère. Tout de suite, on a participé à l'école d'évangélisation Saint-André. Et tout de suite, le presbytère est devenu la maison de la foi, où les gens venaient à toutes sortes de moments. Le presbytère était ceux qui sont allés au presbytère, vous avez vu, c'est une belle maison, peut accueillir plein de monde. Et de fait, c'est devenu une plaque tournante. Et ça l'a aidé beaucoup à la multiplication, parce que ça crée des liens. On rencontre des gens, on les invite, etc. Puis là, ils viennent, ils rencontrent des gens qui sont des cellules. Ah bon, qu'est-ce que c'est ça? Puis, alors ça amène toute une vie qui favorise la croissance des cellules. Alors ici, ça a été vraiment l'expérience de la communauté chrétienne missionnaire. Et ça a été l'expérience de la greffe aussi. J'en parlerai tantôt un petit peu de la greffe, là. Donc, les cellules se sont agrandies comme ça. Ça va? Ça, c'est ma petite expérience, là. Et puis l'autre expérience, évidemment, c'est à Amos. Donc là, je suis à Amos. Alors, Amos, c'est encore un peu différent parce que moi, je suis curé de 5 toutes petites paroisses. En tout et partout, ça fait 2200 personnes. Alors, voilà. Donc, c'est des tout petits milieux. Alors, on y va avec... on ne peut pas rêver en partant d'avoir 100 personnes qui viennent aux cellules d'évangélisation. On peut rêver d'en avoir 2000 un jour, mais on commence. Et en fait, l'expérience que j'ai faite, c'est... J'ai commencé cette fois-ci avec une formation globale à l'évangélisation avec le Kéricube. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Kéricube, vous l'avez peut-être vu. Donc, il y a maintenant tout un manuel sur le Kéricube. Donc, on va faire 6 rencontres comme ça. On invite des gens formés à l'évangélisation à travers le Kéricube pour connaître le monde, pour créer des liens, pour faire un premier groupe qui se rencontre. Et après, c'est ça. Et après, ça, c'est pas compromettant. Vous venez, c'est une série de 6 rencontres, et puis, bon, voilà. Et après qu'on a créé des liens avec les gens, là, on peut leur offrir plus. C'est que là, là, j'ai repris ma première expérience. J'ai pris le manuel Évangéliser en paroisse et on a regardé ça ensemble pour lancer une première cellule d'évangélisation. Donc, on a une première cellule à Amos de 12 personnes. Puis, je prends le temps. Des fois, je serais tenté de la multiplier. Là, on en a 12, mais là, je me rappelle dans le passé, là. Je prends le temps de créer des liens avec ces premières 12 personnes. Il y a des gens autour qui s'intéressent. Tu sais, les gens posent questions dans les paroisses environnantes. Bon, parfait. On les laisse attendre un peu. Il ne faut pas trop répondre vite à leurs attentes. Attendez un petit peu. Bien, il faut faire mûrir le désir. Hein? Donc, ce qui nous amène à comment commencer comme tel. Donc, ça, c'est mes expériences. Alors, si vous allez sur le site de Cellules France, eux, ils ont beaucoup, sur le site Internet de Cellules France, cellulesfrance.org, vous allez trouver ce qu'on appelle la manière traditionnelle de lancer les cellules d'évangélisation. La manière traditionnelle de lancer les cellules. Quand on va à Milan, c'est ça qu'ils nous présentent. Si on va au séminaire international à Milan, à Sant'Eustachio, ils nous présentent la manière traditionnelle de lancer les cellules. C'est ce qu'ils ont vécu il y a 25 ans. Et c'est ce qu'ils vivent encore. C'est ce qu'ils proposent encore à travers le monde. Bon. Cette manière-là suppose que le prêtre de la paroisse est intéressé, a ça à cœur et participe directement au lancement des cellules. Okay? La manière de faire, c'est vraiment un prêtre de paroisse qui prend conscience que sa paroisse doit être transformée, il faut faire quelque chose, et par la grâce de Dieu, entend parler des cellules, et là, veut lancer ça sur sa paroisse. Peu importe ce qu'on va faire, ça commence toujours de la même façon, c'est rassembler un petit groupe. Il faut toujours commencer comme ça. Une manière de les rassembler. Ouais. Que ce soit le prêtre, que ce ne soit pas le prêtre, il faut rassembler quelques personnes. Un petit groupe, tout petit, 3, 4, 5 personnes.
pour pas qu'il soit seul. Ce n'est pas le prêtre qui lance ça tout seul, mais dès le départ, il s'entoure d'un petit noyau de personnes. Et là, il va faire, en fait, dans la première année, normalement, là, grosso modo, là, il ferait 4 choses en même temps. Il y en a 2 décrits là-dessus, puis il y en a 2 autres qui devraient être constellés. Une première chose, c'est mettre les gens en prière. Le prêtre qui commence ça doit, avant toute chose, mettre les gens en prière. Donc, il faut créer dans le milieu un réseau de prière. Ce qui est proposé habituellement, c'est l'ouverture d'une chapelle d'adoration, mais au minimum un temps d'adoration. Au minimum un temps d'adoration hebdomadaire. T'sais, ici, ils ont investi sur 1 heure d'adoration, qui est vraiment un moment fort de la semaine. Les gens viennent, prient, intercèdent. Il faut mettre les gens en prière. Parce que dans les communautés, moi, quand je suis arrivé ici, par exemple, j'ai 5 paroisses, j'avais 5 paroisses, et il y avait exactement 0 prière. En dehors de la messe de dimanche, il n'y avait rien, dans aucune des 5 paroisses, pas un groupe de chapelet, pas 1 heure d'adoration, pas un groupe de prière, rien, 0, 0, 0. Alors, c'est impensable de faire quoi que ce soit s'il n'y a pas un minimum de prière. Il faut mettre les gens en prière. Et c'est intéressant parce que le prêtre va, dans notre entourage, il y a toutes sortes de monde. Donc, tous ne seront pas intéressés nécessairement à participer à une cellule d'évangélisation, mais il y aura des gens à qui on peut dire, toi, je te confie le ministère de la prière. Toi, tu rassembles quelques personnes et tu pries. Votre mission, vous autres, c'est de prier. C'est tout ce que vous faites. Priez pour nous qui lançons un projet d'évangélisation. Il faut se mettre en prière. Évidemment, il faut que moi-même, comme prêtre, chacun d'entre nous, on est nous-mêmes en prière pour être docile à l'Esprit Saint, mais on prie. Donc, il s'assure que dans le milieu, il y a de la prière. Deuxième chose, c'est qu'il parle d'évangélisation. Partout, tout le temps. Ça a été l'enseignement d'hier de Don Pigi, là. Toutes les occasions possibles, on parle d'évangélisation. On est là pourquoi? L'Église existe pour évangéliser, c'est notre mission. Donc, dans ses homélies, quand il rencontre des groupes, des personnes, etc., tout le temps, on en parle. Ça fait partie de... Il parle de l'évangélisation et il partage son désir de faire quelque chose. Ici, chez nous, on a besoin de renouveler notre mission d'évangélisation, donc on en parle. 1 an de temps à en parler. Donc, ça se fait en même temps. En même temps, il y a des gens qui prient, en même temps, on en parle. Et là, il fait 2 activités. Donc, c'est les 2, c'est des carrés, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu s'appeler. Les losanges rouges d'en haut, vous voyez, qui a créé son petit groupe. Et là, il fait 2 choses. D'une part, à droite, il propose un temps de formation sur l'évangélisation pour le plus grand nombre de paroissiens possible. On invite tout le monde. On propose une série de... Comme j'ai fait, moi, avec le Kéricube, là, on invite ceux qui veulent venir. Voilà. Eux, ce qu'ils proposent, c'est Evangelii Nuntiandi. Bon, c'est sûr que le texte intégral, ce n'est pas toujours accessible à tout notre monde. Ça peut être un peu ardu, le texte intégral. Par contre, les chapitres qui sont dedans, c'est des chapitres clés. C'est de base. Qui évangélise? C'est quoi le contenu de l'évangélisation? Qui on évangélise? L'esprit de l'évangélisation. C'est vraiment des chapitres qui sont très, très actuels, assez simples. Le seul chapitre compliqué, c'est le contenu de l'évangélisation à cause de l'époque. Parce que quand ça a été écrit en 1975, il y avait certains dilemmes avec la théologie de la libération. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus là, qui sont moins pertinentes pour aujourd'hui. Mais le reste, c'est très simple. Oui. Donc, en même temps qu'on crée le mouvement d'adoration, en même temps on en parle, en même temps on offre à la paroisse, au plus grand nombre possible de gens, une formation sur l'évangélisation. Donc, comme j'ai dit, ça peut être Evangelii Nuntiandi, ça peut être le Kéricube, ça peut être autre chose. Ça, c'est l'occasion de rencontrer notre monde. Puis d'offrir à tout le monde l'occasion de réfléchir sur l'évangélisation. Chez l'âge, c'est ponctuel. Mais... Et pendant ce temps-là, en même temps, l'autre chose de gauche, c'est que là, le prêtre se prépare avec son petit groupe, qui a rassemblé 3-4 personnes, il se prépare à donner la formation de base avec eux. Donc, avec le tout petit groupe, ils regardent le manuel, ils étudient le manuel de base, pour qu'après, il ne donnera pas ça ensemble, tout seul, le prêtre, il va le donner avec son petit groupe de départ. Donc, il a réuni 3-4 personnes vraiment solides, intéressées, qui ont le feu, et là, avec eux, il étudie ça, pour que dans 2 mois, dans 3 mois, on va pouvoir le donner à nos futurs leaders. Fait que c'est ça qui dure, tout ça qui dure à peu près 1 an en général. Là. Ça peut être plus court, ça peut être plus long, là, dans la formule traditionnelle. Où là, on a créé les liens. Et donc là, après ça, ça s'enchaîne
la suite des événements qui est proposée. Une fois qu'on a vu du monde, etc. Là, parmi tous ces gens-là, le prêtre en choisit un certain nombre qui vont être ses premiers leaders de cellule. Bon, à Milan, c'est quand même un gros milieu. Il y a du monde à Milan. Là. Tu sais, lui, il en a formé 60. Bon. Moi, quand j'en aurai trouvé 4, ça va être déjà extraordinaire. Il choisit. Non. Ouais. Dans ce qui est proposé, si on descend, là, hein, le pasteur appelle d'autres laïcs et constitue une équipe élargie, l'équipe 2, qui vont être ses premiers leaders. Donc l'image, évidemment, c'est l'image évangélique de Jésus qui passe une nuit en prière et qui, après sa nuit de prière, appelle les 12. Hein? Passe une nuit en prière et au matin, il appelle ceux qu'il voulait, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. C'est ça qui est l'image évangélique derrière ça. Là. Mais il y aura toujours une distinction entre équipe 1 et équipe 2, mais l'équipe 1 fait partie des appelés, c'est sûr. Et là, avec cette équipe 2, ben, c'est là qu'ils vont donner le manuel de base de formation des leaders. Ils sont appelés pour ça. Pourquoi je vous ai appelé? C'est pour que vous deveniez les leaders des futures cellules d'évangélisation. Donc, là, il y a un appel précis. Avant le grand groupe, si on vous donne une formation, bon. Maintenant, vous autres, j'ai choisi pourquoi? Pour que vous deveniez des leaders de cellules. Et on regarde la formation de leaders. C'est ça. Mais il faut la connaître, la méthode traditionnelle. Même si dans notre milieu, ça se passe différemment, c'est important de connaître les grands principes. Là. Ouais. Donc ça, c'est le manuel, ce qu'on appelle le manuel de base de formation des leaders. Alors, on passe au travers de ça, et là, ça permet de comprendre c'est quoi les cellules d'évangélisation. Il faut que le leader saisisse que, parce qu'on arrive à là avec notre expérience, et notre expérience, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on compare. Ah oui, c'est un peu comme. Hein? C'est un peu comme. Alors, si les leaders n'ont pas bien saisi l'esprit, ils risquent d'animer leurs cellules comme si c'était un groupe de prière, comme si c'était un cursio, comme si c'était la Légion de Marie, comme si... Ça inclut, ce parcours-là de formation des leaders se termine par une effusion de l'Esprit Saint. Mais j'avoue que c'est nouveau là, dans le parcours traditionnel. C'est la première fois que je le vois inscrit aussi clairement. Ça a bien du bon sens. Là. Donc, week-end de séminaire de vie dans l'esprit ou d'effusion d'esprit. Bon, même si ce n'est pas un week-end, mais c'est important qu'après avoir appris. Hein, c'est pas les choses, c'est ce que Don Pidgey a dit ce matin. L'important, ça ne suffit pas d'apprendre des choses. Il faut que ce soit onctionné par l'Esprit Saint. Donc, c'est sûr que dans le parcours, il faut qu'à quelque part, on offre à nos leaders l'occasion de vivre une nouvelle effusion d'esprit pour qu'ils puissent vivre ça avec l'onction de l'Esprit Saint. Et non pas seulement comme une méthode qu'on a appris. Et après, c'est ça. Ces gens-là vivent entre eux l'expérience des cellules d'évangélisation sans inviter d'autres personnes. Et ils animent à tour de rôle. Donc, s'ils sont 6, 8, 10, ils font une cellule. S'ils sont plus nombreux, on forme 2 cellules, qu'on appelle des cellules provisoires, ou 3. Et là, les gens, chacun anime un tour de rôle pour compléter leur formation comme leader de cellule. Et après qu'on a fait ça, là, on ouvre l'expérience. S'il y en a qui veulent se joindre, on lance ça sur la paroisse, et puis voilà. Selon le nombre de personnes intéressées, on forme les premières cellules. Mettons, si, pour être réaliste, si vous avez un premier noyau de 8 personnes qui ont suivi le cours de formation, pendant 8 semaines, ils vivent l'expérience ensemble, ils animent chacun leur tour. Après, on invite largement. En chemin faisant, on n'a pas invité personne, mais on a regardé, on a spoté. Fait que là, après, on fait l'invitation, on s'inscrit 12 personnes, 15 personnes, on forme 2 cellules ou 3 cellules, et puis c'est parti. Et quand on ouvre les cellules comme ça, normalement, c'est l'unique fois où on fait de la publicité à l'Église. Parce que les cellules d'évangélisation, le but, c'est de rejoindre les gens qui ne sont pas à l'Église. Ah, c'est ça. Fait qu'au départ, pour commencer, on fait une première annonce à l'Église. Après, c'est fini. Après, on ne fait plus d'annonce. Après, c'est le processus d'évangélisation qui entre en ligne de compte. Donc, c'est l'évangélisation de notre milieu, des gens qui ne sont pas là, qu'on rencontre dans notre vie tous les jours, mais qui ne viennent pas. Bon, on peut accueillir des gens qui viennent à l'Église qui ont besoin d'être renouvelés là, dans leur foi. Ce n'est pas exclusif, pas fermé, mais ce n'est pas le but. Donc ça, c'est le schéma. Moi, j'aime beaucoup fonctionner par schéma.
Nous sommes ça, moi j'ai un esprit plutôt synthétique. Là. Parler 1 heure de temps, je ne suis pas très doué dans ça, là. Mais j'aime l'esprit schéma. Mais sur le site de Cellule France, vous allez trouver aussi la version intégrale que vous avez ici, là, qui est dans le manuel de base, l'annexe. Non, c'est une annexe. Ah oui, c'est ici. Comment implanter le système des cellules. Voilà. Donc, sur Cellule France, vous allez trouver telles quelles ces pages-là, là, qui ont été scannées puis mises sur le site. Donc, comment implanter le système des cellules. Bon, c'est la même chose que le schéma, mais tout décrit étape par étape. Qu'est-ce que le prêtre doit faire, qu'est-ce que la communauté doit faire, qu'est-ce que le petit groupe premier doit faire, le deuxième groupe doit faire. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, la grande originalité de ce schéma-là, c'est l'image de la greffe, qui est quand même une image très, très belle, puis qu'on a à recevoir. C'est une image biblique, d'abord, qu'on a à recevoir au niveau du cœur. Donc, bibliquement, si vous vous souvenez, c'est dans la lettre aux Romains, quand saint Paul parle des païens et des Juifs. Hein? Et il s'adresse aux païens, il s'adresse aux Romains qui n'étaient pas des Juifs, et il leur dit, vous autres, vous êtes un rameau de vigne ou de figuier, là, je ne sais pas si c'est de figuier, de vigne sauvage, qui a été pris et qui a été greffé sur la vraie vigne, qui est le peuple juif. Alors, allez pas trop vous pavaner, vous vanter. N'oubliez pas que c'est eux qui sont arrivés avant vous. C'est eux le tronc, et vous, vous avez été greffés. Et s'il y a des branches de la vigne juive qui ont été enlevées pour que vous soyez là, ben, faites bien attention, parce que vous autres aussi, vous pourriez être enlevés pour laisser place à d'autres. Bon, c'est à peu près ça qu'il leur dit. Et cette image de la greffe, elle est très importante pour nos communautés paroissiales. Parce que c'est ça la réalité, et c'est toujours un peu délicat d'arriver avec une méthode nouvelle, hein, où on peut donner l'impression aux gens que ben, si vous n'entrez pas dans cette nouveauté-là, vous n'êtes pas bon. Hein? Donc, l'image de la greffe, qu'est-ce que c'est la greffe? C'est un vieux tronc solide, bien enraciné, mais stérile, qui ne porte plus de fruits, sur lequel on greffe une petite tige fragile, mais féconde. C'est ça le principe de la greffe. Hein? Et ça, c'est la réalité. Il y a un vieux tronc qui est nos paroisses. C'est là, c'est implanté, il y a toute une structure, des bâtiments, il y a une organisation, etc. C'est là, tu sais. Mais ça ne porte pas de fruits. Ça ne porte pas les fruits attendus. Et les cellules d'évangélisation se présentent comme une petite greffe. On commence avec un petit groupe, quelque chose de neuf, qui reçoit la puissance de l'esprit, mais qui a besoin d'être implanté quelque part. Il ne peut pas vivre tout seul. Il faut que les gens changent de mentalité. D'abord, il y en a déjà qui sont là et qui ont la mentalité nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la paroisse, je l'ai vécu beaucoup à Joliette, quand on commence à parler, par exemple, qu'on veut évangéliser, qu'on veut un projet d'évangélisation, il y a des gens qui sont dans l'Assemblée et qui attendent ça depuis des années, qui ne sont pas dans le comité de liturgie, puis qui ne sont pas dans le CPP, puis qui ne sont pas dans l'équipe locale, puis ça ne leur dit absolument rien. C'est pas ça que le Seigneur a mis dans leur cœur. Eux, ils attendent. Mais là, quand on en parle, ils disent « Aïe, aïe, c'est ça que je voulais. » Et que là, on les repère, ces gens-là. Le Seigneur les a préparés. Mais c'est pour dire, hein, c'est toujours cette expérience-là d'humilité. On a besoin les uns des autres. Ici, à Sainte-Élisabeth, ça a été très fort physiquement, à cause de l'Église qui est ici. Et donc, moi, j'ai été ici en stage il y a 15 ans, de 95 à 99, ici à Sainte-Élisabeth. Et c'est le curé de l'époque qui avait aménagé, par exemple, les 2 locaux ici, pour la catéchèse des enfants. Okay? C'est le curé qui a tout refait, le presbytère. Ça tombait en ruine quand on est arrivé en 95. Tout était refait. Oui. Bon. Puis ensuite, je suis parti, puis les curés ont changé, etc. Quand je suis revenu ici en 2010, les 2 locaux qui sont là, c'était des entrepôts. Ça servait d'entrepôt parce que la catéchèse ne se faisait plus ici, ça a été regroupé au niveau des paroisses. Fait que c'était des entrepôts. Et puis, bon, le presbytère était inutilisé aussi. Alors, la première chose qu'on a fait en arrivant, bien, on a nettoyé ça, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas une seule église dans le coin qui a 2 beaux espaces comme ça pour se rencontrer, pour donner de la formation. Toutes nos églises ici, c'est une église, point à la ligne, là, une grande église. Et puis, oui, donc, l'expérience de la greffe, il y a des gens qui sont passés avant nous, qui ont laissé des choses extraordinaires. Et nous, on arrive et puis on peut utiliser ça. Donc, ça, c'est physiquement. Puis, voilà.
Donc, l'expérience de la greffe. Alors là, ils décrivent, dans le processus ici, qu'est-ce que doit faire la greffe, puis qu'est-ce que doit faire le porte-greffe, le tronc. Comment on prépare le tronc à recevoir la greffe et comment on prépare la greffe. Donc, on prépare la communauté paroissiale et on forme ce petit noyau. Et puis là, choup, on fait la jonction entre les deux. C'est tout un art. Tout un art. Ce qu'on a développé depuis quelque temps, c'est ce qu'on appelle la méthode inductive. Donc, c'est surtout ce que partageait Luc ce matin. Ce que tu faisais allusion en parlant du diocèse de Sherbrooke, là, ils sont rendus à 17 cellules. C'est ça? OK. Donc, il y a une autre manière de faire qu'on développe, surtout dans notre réalité québécoise. Et ça doit ressembler au Nouveau-Brunswick, j'imagine. Bien que là, Mario est là. Mais... Donc, quand l'initiative est prise, non pas par le prêtre de la paroisse, mais par des laïcs de la paroisse. Hein? C'est important. Le Seigneur touche des cœurs, puis des gens veulent commencer. Donc, on le fait toujours en collaboration avec un prêtre à quelque part. Là. Mais quand c'est les laïcs qui prennent l'initiative, alors c'est très beau parce que les prêtres aussi ont besoin de conversion. Hein? Les prêtres aussi ont besoin d'être touchés, d'être transformés. Et pour cela, il faut qu'il y ait des gens qui les aident. C'est notre conversion est liée parce qu'on a rencontré du monde quelque part. Le prêtre, lui aussi, il faut qu'il rencontre des personnes à travers lesquelles il va pouvoir vivre sa propre conversion. Alors, si on veut que le prêtre dans notre milieu se transforme, bien, il faut qu'on y contribue. On n'attend pas de dire, ben, coudonc, il ne veut pas, puis on se croise les deux bras, puis on attend. Donc, on induit, on fait naître quelque chose. Alors, donc, je partage l'expérience surtout de Luc, il pourra compléter par lui-même. Donc, actuellement, la méthode qu'il a développée, c'est tranquillement, là, maintenant c'est assez précis, c'est qu'il rencontre les prêtres pour parler de cette vision d'évangélisation, cette méthode d'évangélisation, et leur offrir la possibilité de dire, je peux commencer à implanter des cellules dans ton milieu, si ça t'intéresse. Parce que souvent, la première réaction du prêtre, c'est de dire, ben, j'ai pas le temps, je ne sais pas comment faire. Bon, tu sais, il faut vraiment qu'un prêtre ait reçu une grâce très forte pour dire, oui, j'y vais, je commence. Et la méthode qu'il utilise, c'est, il va à la messe du dimanche, il présente la vision des cellules à l'Assemblée, et il leur donne rendez-vous la semaine suivante. Dans 3 jours, dans 5 jours, dans une semaine, on se rencontre tel soir, telle heure, tel endroit. Ceux qui s'intéressent, vous venez. Et là, il prend 3 heures avec eux, il présente ce que c'est les cellules d'évangélisation, et on commence une première cellule. Donc, cette première cellule, en fait, correspond au groupe guide qu'on a vu tantôt. Il faut commencer quelque part. Donc, on commence. On commence avec un premier noyau. Oui, cellule souche, qui forme une première cellule. Et là, à l'intérieur de la rencontre de cellules, ils vont donner la formation de base. On commence une première rencontre de cellules, et là, petit à petit, on passe au travers, soit directement du manuel ou autrement, mais se laisser habiter petit à petit par l'esprit des cellules d'évangélisation. L'esprit, le fonctionnement, etc. Mais en vivant la rencontre de cellules, et non pas en disant de l'extérieur, on va partir quelque chose, mais nous sommes déjà une cellule d'évangélisation et on se forme petit à petit. Mais dans ce contexte-là, je pense que c'est important que ce noyau initial-là ne peut pas grandir tout de suite. Il ne faudrait pas que ce noyau initial-là, au bout d'un mois, se multiplie. Ou ce noyau initial-là se donne au moins quelques mois de formation ensemble. Et puis là, voilà, pour créer ces liens dont on a parlé. Dans l'expérience de Luc, depuis 3 ans, lui aussi a fait son chemin, s'est raté, etc. Donc, l'importance d'avoir l'accord du prêtre de la paroisse, on ça dans une paroisse, et aussi, assez rapidement, on s'assure d'avoir l'accord de l'évêque du diocèse. Parce que les cellules vont, en général, rapidement déborder le cadre paroissial. Déborder le cadre paroissial. Luc, sa grande force, c'est de communiquer la vision. Lui, c'est ça, ce qui est sa force. Parce que la vision, ça donne le goût, ça donne le désir.
C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des cellules qui se multiplient. On veut une Église qui est fraternelle. On veut une Église qui annonce Jésus Sauveur. C'est ça qu'on veut. On veut une joie communicative. Alors, on communique cette vision, et c'est à partir de la vision, après ça, qu'on peut construire. Tandis que si ce qu'on communique, c'est un système, bien ça, c'est pas très encourageant. C'est une organisation, c'est des petits groupes qui se réunissent dans les maisons, qui sont liés, etc. Il faut qu'il y ait une structure, mais on ne présente pas ça de même. Ce qu'on présente, c'est la vision. Le pommier, il est super organisé, mais on ne présente pas un pommier en disant, ben c'est de la masse ligneuse reliée par... Non, c'est pas ça. Ouais, c'est un pommier, ça a des belles pommes, ouais, c'est extraordinaire, c'est ça qu'on présente. Mais la réalité, c'est, bon... Voilà. Voilà. Donc, en fait, cette méthode-là, règle générale, est la plus souvent accessible. Et même, bon, il faut aller un peu plus loin que ça encore, je pense, en disant, à la limite, si dans notre milieu, le prêtre de notre paroisse ne lui est pas intéressé, bien, je pense que ça ne nous empêche pas de se lier à une expérience voisine. Puis on lui dit, on l'informe. Et là, on entreprend le processus d'évangélisation des prêtres. Et ça, c'est très beau. Le processus d'évangélisation qui a été présenté hier, qu'on connaît, là, le filet, prière, service, etc., on le met en application envers notre prêtre. On prie pour lui. On le sert, on l'aime. On ne tape pas sa tête en disant qu'il est un pas bon, puis que le monsieur... Non, on l'aime. On partage notre expérience de foi avec lui. On répond à ses questions. Il y a des questions qu'il ne comprend pas. Il a le droit de ne pas comprendre. On répond.